En 1999, après des études de droit, je décide d'ouvrir une école d'art. Peut-être par souvenir de mon enfance, où j'ai eu la chance de pratiquer différentes activités artistiques, nous voulions retrouver un peu cette nostalgie du passé. Donc, enthousiasmés par cette idée que nous trouvions géniale d'ouvrir une école d'art, nous décidons d'en parler à notre entourage. Je me rappelle qu'à cette période, je faisais une formation en informatique, une courte formation d'initiation en informatique, et notre professeur, qui était très agréable, très sympathique, on décide de lui en parler, en fait, et donc de lui soumettre cette idée. Et là, en bon ingénieur, informaticien, pragmatique, cartésien, il me regarde et me dit « Vous allez ouvrir une école d'art. Ça voudrait dire que un an, نجي عندكم نطلع 3 étages, نوصل نخلص باش ندير des cours de guitare. » Alors, ça enlevait un peu de poésie à toute cette belle initiative. D'autres personnes nous ont dit « Mais les Algériens, impossible. Ils sont concentrés sur leur tube digestif. Ouvre un petit restaurant, hamburger, cheese, pizzeria, ça marchera. Mais l'art, c'est pas pour eux. » Nous décidons quand même de nous lancer dans cette initiative. Et donc, forcément, nous entamons certaines procédures administratives. Il nous arrivait donc parfois d'aller voir des agents pour régler des problèmes, comme tout le monde, je suppose, peuvent connaître. Et donc, arrivant avec notre document de notre établissement, on nous disait « École d'art, déroule la danse, achetez ». Donc, vous pouvez imaginer, il y a quelques années, ce que pouvait faire ce type de réaction face à notre naïve volonté d'ouvrir une simple école d'art. 15 ans après, nous avons confirmé qu'il n'était pas inscrit dans les gènes des Algériens qu'ils ne s'intéresseraient pas à l'art. Et nous avons ainsi formé des centaines d'enfants et d'adultes à différentes disciplines artistiques. Je m'appelle donc Zafira Ouartsi Baba et je suis la fondatrice de l'école Artissimo. Alors, au départ, j'avais l'intention de lancer cette école et puis de la superviser de loin. Sauf que c'était sans prendre conscience rapidement à l'aventure humaine qui s'est offerte à moi rapidement. Rencontrer des artistes, m'imprégner de leur état d'esprit, de leur passion, répondre aux attentes des personnes qui venaient nous voir, tout cela m'a fait très vite réaliser qu'au final, je ne travaillerai pas dans un autre secteur que celui de la culture. Et que bien sûr, je n'ouvrirai jamais mon cabinet d'avocate et que je n'aurai jamais de métier sérieux, comme on dit. Bien entendu, tout n'a pas été très rose dès le départ. Il y a eu certaines incompréhensions par moments. D'une part, parmi les personnes qui venaient nous voir et qui s'intéressaient à ces activités, certains ne prenaient pas forcément conscience de la rigueur que cela impliquait. On pouvait par moments considérer que pratiquer une activité artistique, c'était de l'ordre du divertissement et que du coup, telle une baguette magique, nous allions faire des pianistes de grande envergure, des grands artistes peintres. Malheureusement, ce n'était pas le cas. De notre côté, nous avons eu aussi certaines difficultés. Par moments, dans notre méthode d'apprentissage, dans les pédagogies que nous utilisions, nous avons peut-être favorisé un peu plus l'aspect technique et académique de cet apprentissage, ce qui par moments nous a fait perdre le sens de ce que nous voulions faire, c'est-à-dire transmettre cette passion aux enfants et aux adultes qui venaient nous voir.
J'ai moi-même été jeune, eu des professeurs très sévères qui m'ont fait fuir ces activités, notamment le piano que j'ai eu la chance de pratiquer quelquefois, pendant une partie de mon enfance, mais j'ai aussi rencontré d'autres personnes, d'autres professeurs qui m'ont emporté et transmis cette passion. Il y avait aussi, alors ça, c'est un petit peu tabou. Par moment, on a pu constater tout au long de cette année de ces 15 ans, que l'apprentissage ou l'accès à la culture était lié à la langue. Alors vous allez vous demander pourquoi. Très souvent, dans malheureusement beaucoup de situations, nous avons vu que des gens considéraient que aller voir un concert de musique ou venir s'inscrire à une activité artistique était lié au fait que nous parlions le français. Et que quelqu'un qui n'était pas forcément francophone, qui était algérien, qui parlait l'arabe, et bien quelque part ses portes pouvaient lui être fermées et qu'il s'interdisait de venir, ne serait-ce que nous voir pour des renseignements, parce que ça avait cette connotation un peu francophone. Du coup, il a fallu, malgré tout, du mieux que l'on a pu, combattre un peu toutes ces petites difficultés qui ont fait partie de notre parcours. Il y a aussi cette notion de doué ou pas doué. On vient me dire, mais je rêve de chanter, et pourtant ma voix est catastrophique. Alors si je peux vous rassurer, effectivement, il peut y avoir peut-être en pourcentage, maximum 2% à 3% de personnes qui ont des prédispositions. Mais tout le reste, les 98%, sont véritablement travail et rigueur. Alors du coup, on se dit, mais à quoi ça sert au final ? Ça a été notre première mission. Notre mission n'a pas été forcément de former des artistes de grande envergure, bien que certains de nos élèves ont choisi d'en faire une carrière. Mais notre mission première, ça a été de faire ressortir cette sensibilité naturelle qui est en nous et qui est en chacun. De se dire que ce jeune enfant ou adulte qui vient nous voir aujourd'hui pour apprendre un instrument ou apprendre à dessiner ou faire une formation en graphisme ou en décoration d'intérieur, demain pourra aller visiter un musée, pourra aller assister à un concert de musique, pourra s'émerveiller devant une peinture ou pourra apprécier un moment d'introspection en écoutant un joli morceau de musique. Et c'est ça qui a été notre vision et notre objectif le plus important. Et du coup, on se dit que finalement, à quoi ça sert cet art-là ? Cet art, pour ma part, peut être considéré comme un témoignage de tout ce qui fait ressortir la sensibilité ou les aspirations les plus profondes de l'homme. Ça peut être aussi un emblème. Quand je dis emblème, je parle peut-être de référence identitaire. Récemment, j'ai passé quelques jours en Espagne, à Barcelone plus particulièrement, et j'ai été frappée, dès mon arrivée à l'aéroport, par tous les visuels, les supports publicitaires qui se présentaient à nous, faisant référence à Gaudi, faisant référence à Picasso, faisant référence à Salvador Dali. Partout où j'allais, dans les restaurants, les cafés, les magasins de shopping, on trouvait des éléments visuels qui faisaient ressortir et qui mettaient en valeur ces artistes-là. Je me suis donc demandé que peut-être que ces Espagnols étaient suffisamment fiers de ce patrimoine artistique pour vouloir le partager avec nous touristes, avec le monde entier. Et cela en dehors des parcours touristiques. Qu'ils en étaient suffisamment fiers pour le mettre suffisamment en lumière, peut-être même plus que le Barça et toutes les équipes espagnoles qui sont mondialement connues. Ça m'a un peu questionnée sur ma position en tant qu'Algérienne. Et du coup, je me suis rappelé qu'il y a quelques mois, j'avais visionné une vidéo
un TEDx d'ailleurs, par hasard, qui avait été présenté par la Cheikha Mayassa, qui est la sœur de l'émir du Qatar et qui est très active dans le domaine de l'action culturelle. Et dans son talk qu'elle présentait à Washington, à un moment, elle cite l'artiste peintre Baya. Intéressant. Donc ma fierté et mon ego algérien me dit, ben c'est quand même, je m'en suis sentie très fière en fait que l'on puisse en parler avec beaucoup d'éloges et parler de son parcours à des personnes qui n'avaient peut-être jamais entendu parler de l'Algérie, qui elles, en tant que personne, on va dire publique, venant du bout du monde, la cite comme référence, m'a quand même donné une certaine fierté. Voilà, je me répète un peu. Et du coup, je me dis que nous, en tant qu'Algériens, est-ce que nous sommes suffisamment conscients de notre patrimoine? Est-ce que nous sommes suffisamment informés de notre production artistique, de notre richesse artistique? Et sommes-nous suffisamment informés pour se l'approprier en tant qu'identité? Devons-nous être connus en Algérie par notre équipe de football ou par le pétrole et le gaz que nous avons? Certes, c'est une bonne chose, mais peut-être que nous serions encore plus riches de notre identité en valorisant nos artistes et notre richesse artistique. Et pas seulement pour nous, parce que bien sûr que c'est important, mais ça peut être aussi, c'est tout aussi important pour justement s'ouvrir aux cultures des autres, s'ouvrir aux cultures dans toute leur diversité, s'ouvrir à l'étranger, à ce qui vient d'ailleurs, et les accueillir et aussi se l'approprier. Cela, à mon sens, peut nous grandir un peu plus. Je parlais tout à l'heure de références identitaires ou d'emblèmes. Je peux citer, bien entendu, comme l'a fait bien Léa, Léonard de Vinci, qui, bien entendu, a été un grand artiste, mais qui aussi a été un immense homme de science. Et que, si l'on relit son parcours, il y a eu beaucoup de fluidité entre ces domaines de recherche et l'influence qu'a eu l'art sur son développement personnel. Un autre exemple que tout le monde connaît, Steve Jobs, qui, malgré toute la révolution technologique qu'il a apportée au XXe siècle, mais il n'empêche que si ces produits n'avaient pas eu le design qu'ils avaient, l'ergonomie, les touches tactiles, les couleurs utilisées qui ont fait appel à des créatifs, ils n'auraient pas eu peut-être tout ce succès. Et du coup, on peut se dire que vous, futurs ingénieurs, ou en tout cas ingénieurs déjà pour certains d'entre vous, il n'est pas forcément étonnant pour vous d'un jour travailler dans le milieu de ce que l'on peut appeler les industries culturelles. Imaginez maintenant qu'il est impensable d'aller assister à un spectacle de théâtre sans avoir les effets lumineux de dernière technologie, sans avoir les vidéos dernier cri. On ne peut pas imaginer voir un cinéma de science-fiction sans avoir les derniers effets spéciaux. Et donc tout ça, c'est un mélange entre la technologie et les métiers créatifs. D'ailleurs, les industries culturelles, dans beaucoup de pays, ont un impact économique très important. Certains pays ont le chiffre d'affaires en termes économiques des industries culturelles peut dépasser le PIB d'autres pays. Donc c'est vraiment quelque chose qui est porteur de richesse et qui en plus permet cette fluidité, comme ça se passait dans les siècles précédents, c'était de mixer la technologie et l'art, bien entendu. Et on voit d'ailleurs qu'aujourd'hui, les choses ont changé. C'est-à-dire que si on reprend notre contexte algérien, on accepte plus de vivre, disons, on accepte plus cette vie d'artiste ou d'être un ingénieur et d'avoir un métier sérieux et en même temps pratiquer ou travailler dans un domaine culturel. Rappelez-vous, lorsque je vous parlais de notre fameux agent qui me parlait de la danse, et bien maintenant, lorsque je me rends dans certaines administrations, on ne me dit plus Artissimo Dero la danse, mais on me dit ah, vous avez une école d'art, j'aimerais m'y inscrire, mon fils, ma fille, mon neveu, ma nièce. Donc ça veut dire
que les choses changent, que les mentalités changent. Et ça, je trouve que c'est très positif. Il ne faudrait cependant pas s'arrêter là. Pour permettre l'éducation et l'accès à la culture à tout le monde et à tous les niveaux, il faudrait la démocratiser. Il faudrait l'ouvrir aux autres. Il faudrait s'approprier les espaces publics. Il faudrait faire accéder l'éducation à tout le monde. Et il faudrait surtout, ou du moins aussi, valoriser et promouvoir les artistes algériens, qu'ils soient ici ou ailleurs, et se les approprier, bien entendu, pour s'enrichir ou enrichir notre humanité. Je finirai par cette citation, n'étant pas très douée pour la technologie, donc je dirais voilà, « Seul l'art et la science élèvent l'homme jusqu'à la divinité ». Donc, je suggère de prendre un peu de hauteur. Et je vous remercie.